Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue en B11. On est rendu à notre troisième cours. Aujourd'hui, on va continuer à regarder notre application à plusieurs couches. Donc, on avait parti de cette prémisse-là initialement. On voulait faire des applications complètes. Donc, aujourd'hui, une application complète se fait en plusieurs différentes couches. On a travaillé la semaine passée sur la couche métier, la couche logique, la couche business, qui me permettait d'avoir à l'intérieur de cette couche-là des manières d'interfacer avec notre application à travers l'Internet, à travers un réseau. Hein. On avait vu, puis on avait utilisé une librairie, un framework qui s'appelait Express, qui nous permettait de créer différentes routes, différentes ressources qu'on pouvait accéder. Puis à partir des différentes routes, on pouvait aller chercher de l'information puis retourner cette information-là. Fait que la semaine passée, avec Express en tant que Logic Layer, on a réussi à créer des routes hein, avec le devoir. On avait créé des routes comme quotes, OK, slash random, slash ID, des choses comme ça. Puis après ça, on a été capable de retourner de l'information en JSON habituellement pour être capable de. Ben là, on n'a pas encore rien fait de ça, là, mais pour qu'une application, pour que quelqu'un d'autre soit capable de consommer cette information-là, puis être capable de faire quelque chose d'intéressant avec. Donc, on a travaillé au niveau business. On a vu c'était quoi les genres de choses qu'on pouvait demander, puis c'était quoi les genres de choses qui pouvaient ressortir. On n'a pas encore vu la couche de présentation, ça va se faire un petit peu plus tard. Euh, Nous, qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? Ça va être comment faire la connexion entre la couche logique et la couche de données. Donc, on avait déjà établi que la couche de données, hein, c'était nos différentes bases de données ou nos SGBD, là, nos Database Management System, nos systèmes de gestion de bases de données. Donc, on a une application qui roule ici. Il faut que cette application-là soit capable de se connecter à notre base de données puis il faut être capable d'aller prendre les informations, puis être capable de les utiliser. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait ensemble, en fait, dans notre dernier cours, hein, dans le cours B07, où on avait vu audio.net, puis le Entity Framework, qui nous permettait de se connecter à des bases de données. Ça, c'était en C Sharp. Ben, aujourd'hui, on va voir les mêmes processus, mais avec les applications qui sont en base de JavaScript qui travaillent avec Node.js. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de ce qu'on avait fait en fin de session, mais encore une fois, avec sa propre sauce, avec sa propre petite euh, configuration spécialisée. Puis, on va voir aussi un élément important, puis voir les forces puis les faiblesses de différents systèmes. Hein, le principe de qu'est-ce qu'on avait fait dans le B07 en C Sharp, hein, c'était géré par Microsoft, c'était géré par des librairies d'abstraction. Hein, le Entity Framework, c'était une librairie déjà préfaite par Microsoft. Puis après ça, nous autres, on avait juste des plugins pour travailler avec une base de données spécifique. Ben là, on va voir que quand on travaille un petit peu plus dans le Far West, dans le monde, dans l'écosystème JavaScript, il y a moins de standards. Donc, on va être capable de faire toutes les mêmes choses, mais il va y avoir moins d'éléments qui vont être réplicables entre les différentes bases de données. Chacun va comme avoir euh, sa propre version ou sa propre utilisation spéciale. Fait que cette semaine, on va aller voir l'équivalent du ADO.net, dans le sens qu'on va pouvoir se connecter aux bases de données, puis on va pouvoir faire des requêtes directes à la base de données, puis recevoir les réponses en conséquence. Puis quand on va aller travailler la semaine prochaine, on va aller voir les ORM.
hein, donc les Object Relational Mapping, donc la version du Entity Framework qui est disponible au niveau de JavaScript. Ça va nous laisser une dernière semaine où on va pouvoir voir la couche de présentation, puis ensuite avoir un gentil petit examen avec toutes ces matières-là. Fait qu'aujourd'hui, on va aller regarder comment partir de notre couche logique, puis d'être capable d'accéder à la couche de données. Donc, pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe là-dessus, on va retourner sur le site d'Express, hein, qui est notre librairie, notre framework qui me permet d'avoir une interface web en utilisant des applications de Node.js, qui est le runtime JavaScript qu'on utilise. Puis si on regarde dans le guide, on va pouvoir aller voir comment est-ce qu'on fait des intégrations à différentes bases de données. Fait que si vous voulez aller, puis ce lien-là, je vais aussi le mettre plus tard sur Leia, mais c'est notre premier point d'entrée pour être capable d'aller travailler avec les différentes bases de données. Fait qu'on peut voir ici qu'on a pas mal toutes les bases de données pertinentes qu'on pourrait utiliser. Donc, on peut voir des choses comme Postgres, comme Microsoft SQL Server, comme Oracle, comme MySQL, comme MongoDB. Hein? Donc, pas mal toutes les grandes versions de systèmes de gestion de bases de données sont couverts par les intégrations des bases de données de Express. Puis le principe ici, c'est que ça, c'est toutes des librairies qu'on va devoir installer, configurer correctement, puis qui vont avoir leur propre syntaxe, leur propre nomenclature, leurs propres règles. Fait que contrairement à l'ADO.NET, où c'est qu'on avait des éléments très, très, très définis, puis là, on faisait juste changer le point d'entrée de la base de données. Là, chacune des bases de données vont avoir leur propre version des choses. Fait que dans ce cours-ci, le but, c'est pas nécessairement de les apprendre par cœur, mais c'est de voir que nos connaissances qu'on a vues préalablement sont aussi applicables. Il faut juste comme lire la documentation, tester les choses. Donc, pour aujourd'hui, les éléments qu'on va regarder, il n'y en aura pas de spécifique à implémenter par nous-mêmes. Donc, moi, je vais vous donner des petits exercices, puis je vais vous demander de l'essayer, mais il n'y aura pas de devoir, il n'y aura pas d'évaluation par rapport à ça. Fait que si on regarde, mettons, le plus simple dans la gang, hein, on avait travaillé avec SQLite dans notre dernier cours pour regarder pour utiliser une base de données qui n'a pas besoin d'avoir un autre logiciel qui est capable d'être utilisé directement. Donc, si on regarde ici, le principe, c'est qu'on utilise un module externe. Hein, donc, on peut aller voir ici la documentation. En cliquant dessus, ça ouvre la documentation. Puis, tu peux aller lire comment le faire fonctionner pour être capable de travailler avec correctement. Donc, si on regarde, le principe s'agence avec qu'est-ce qu'on a déjà vu. Donc, la première chose que je vais vouloir faire, ça va être de importer la librairie. Donc, on avait vu que dans le monde de Node, à la place de faire un using, on fait un require. Donc, on peut faire un require de SQLite 3. Là, quand on a travaillé avec des bases de données, on avait vu que le premier point d'entrée, c'était la connexion. Hein? Donc, il y avait premièrement une connexion. Une fois que la connexion était faite, je pouvais commencer à l'invoquer, à être capable de faire différentes actions. Donc, si je regarde ici, on va avoir une première étape de connexion, donc qui va créer la base de données. Dans ce cas-ci, on peut voir que ça l'utilise directement en mémoire. Il n'y aura pas de fichier qui va être créé. Mais si on s'en va voir dans la documentation, je peux voir ici, si on s'en va, je veux plus de documentation.
On en a plus ici, oui. Fait qu'on peut voir ici que quand on fait le SQLite.database, c'est le nom de fichier. Si on veut, on peut utiliser le 2.memory 2. Pour être capable de le faire en mémoire, mais sinon, ça serait le nom de fichier qui serait créé pour être capable de l'utiliser. Une fois qu'on a ça, on peut voir qu'on a différentes actions possibles. Donc, on peut voir que la dernière, c'est le close. Puis après ça, on peut voir que qu'est-ce que lui, il va faire. On peut voir les... On regarde à droite, là. Fait qu'on a le run, des get, des all, des each, des prepared. OK, donc, on peut aller voir les différentes manières de travailler avec la base de données, puis comment créer différents statements. Donc là, ici, je n'irai pas voir cela de SQLite. C'est juste pour se remettre un peu dans le bassin de la chose pour être capable de travailler avec. Et fait que si on fait juste regarder, là, lui, il fait d'une manière sérielle les différentes opérations. Il va faire un run. Hein, on peut voir ici que ça crée, on met directement le create table. On peut voir ici qu'on prépare un statement, puis on peut faire le run du statement pour aller mettre des choses à l'intérieur ou faire différentes opérations. Puis après ça, je peux voir ici, j'ai un select. Puis là, on va voir ici une version des choses qui est très JavaScript-esque par rapport à ce qu'on a vu. Puis on va voir que ça va revenir, ce genre de choses-là. Donc, on avait déjà travaillé avec Express. Si on revient ici dans nos connaissances de routage, hein, on avait vu que souvent, on va avoir une méthode quelconque, puis à l'intérieur de la méthode, on va avoir une autre fonction complètement écrite, hein, avec une fonction fléchée, avec une arrow function, qui va me permettre de dire, OK, oui, fais cela, puis à l'intérieur, à un moment donné, il y a comme une autre affaire à appeler, une autre affaire à exécuter. Fait que tu peux exécuter cette partie de code-là quand ça va arriver. Fait que ce principe-là d'avoir des fonctions imbriquées avec des fonctions fléchées revient beaucoup avec les bases de données. Donc, on peut voir ici le même principe. J'ai une méthode avec une première section. Puis après ça, on peut voir ici qu'on a une fonction fléchée qui va pouvoir être invoquée. Si on regarde un peu la syntaxe pour essayer de implicitement voir qu'est-ce qui va se passer. Là. Donc ici, je fais un select, OK, avec un from, puis je peux voir ici que j'ai différentes colonnes, mais ce select-là semble retourner plusieurs lignes. Hein, va retourner plusieurs informations. Fait que si je regarde la méthode each, ben, je peux implicitement, juste avec comme de quoi ça a de l'air, voir que j'ai un select qui va être fait. Le select va me retourner possiblement plusieurs lignes. Puis là, ce que je veux faire, c'est que pour chaque ligne, je veux faire quelque chose. Hein? Je veux faire une transformation, je veux faire un affichage, je veux le comptabiliser dans une variable quelconque. Donc, je peux voir ici, ben, le each a dit ben, pour chaque. Puis là, ici, j'ai une fonction complète. Donc, si je regarde ici, j'ai une fonction, puis là, le principe, c'est que ces fonctions-là sont comme déjà préétablies. Hein, donc, je pourrais aller voir dans la documentation. On va le revoir ça dans un instant là, avec une autre librairie. Là. Mais je peux voir ici que j'ai deux paramètres. Un qui s'appelle R, qui est habituellement représentatif de s'il y a eu une erreur. Ça va être là que l'information de l'erreur va être sauvegardée. Puis, j'ai un deuxième paramètre qui est le row, hein, la ligne, le résultat, en fait, que je veux regarder. Puis là, si je regarde, lui, il fait un petit console log, puis il utilise le row avec les informations de du select que j'ai construit. Fait qu'on peut voir ici, ce petit code-là semble créer une table, insérer des valeurs dans la table, exécuter cet élément-là, le statement qui a été préparé. Là. On va aller lire avec un select
les informations, puis on va les réafficher juste pour voir le résultat de qu'est-ce que j'ai fait. Fait que ça, c'est un exemple juste avec SQLite là, de traits de base. Fait que nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est le même principe avec un autre. Tu sais, si on regarde dans la liste, là, on va essayer, je sais que vous êtes en train de travailler avec SQL Server en ce moment. Fait que je me suis dit qu'on pourrait aller regarder les exemples de SQL Server pour être capable de faire fonctionner. Moi ici, j'ai une base de données déjà préfaite, là, donc encore une fois, si votre base de données est dans une machine virtuelle, ça se peut que ça ne fonctionne pas directement si vous l'essayez. Mais on va aller voir la documentation de cette librairie-là, puis aussi tout ce que ça implique quand on essaie de faire fonctionner une librairie de connexion de base de données avec qu'est-ce que nous, on connaît avec Express, la création de serveurs, la création de routes. Fait que on va regarder ça, on va aller regarder la documentation, mais il faut se faire de notre bord un gentil serveur. Donc, on va ici, donc je suis encore une fois dans mon dossier que j'ai fait pour le cours. Fait qu'on va se faire un nouveau dossier pour le cours 3. Oups, il faudrait que je le renomme correctement. Puis, on va se faire un autre dossier là-dedans, puisqu'on est en train de en faire plusieurs. Fait que je m'en vais dans cours 3 SQL Server. Puis, on va se faire ici un gentil nouveau fichier qui va nous permettre de créer un serveur. Puis, ce serveur-là va pouvoir se connecter à une base de données quelconque. OK? Donc, c'est ça notre but en ce moment. Fait que, premièrement, on va juste créer la connexion à la base de données. Puis, une fois que la connexion à la base de données va être faite, on va le réenvelopper à l'intérieur de notre application d'Express. OK? Parce que en ce moment, on est en train de vraiment faire travailler deux choses ultimement. Là. Il va y avoir Express avec la gestion de route, puis il va y avoir une autre partie qui va être la connexion à la base de données. Puis à la fin, je vais merger les deux pour que ça fasse un serveur qui est capable de tout faire. Fait qu'on va mettre la partie Express de côté pour l'instant, puis on va regarder juste la partie gestion de base de données avec SQL Server. Fait que si je regarde, je peux aller voir aussi sa documentation à lui. Donc ici, on va aller voir la documentation. Fait ça dit la documentation est à cette place-là. Parfait. Donc, c'est un package de Node qui me permet de travailler avec les serveurs de Microsoft SQL. Parfait. Donc, si je regarde dans l'installation, comment est-ce que ça marche? Ben, il faut que je fasse npm install, puisque npm install me permet d'installer des librairies. C'est ça qu'on avait fait pour installer Express. Ben, là, il faut installer TDS. Donc, c'est ça le nom de la librairie qui me permet de travailler avec un serveur SQL Server. Fait que si je fais npm install TDS, ça fait des choses. Encore une fois, ça va créer un dossier Node Module. C'est là-dedans que les différentes librairies ont été installées. Puis à partir de là, je vais pouvoir utiliser puis mettre des choses là-dedans qui vont require TDS, puis il ne devrait pas avoir de problème. Fait que si je regarde qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là. Donc là, ici, on a aussi, dans leurs exemples, un serveur SQL là, qui marche déjà. Là. Donc moi aussi, j'ai déjà ça de mis à côté. Là. Donc il faut avoir un serveur Microsoft SQL Server qui roule à côté. Donc j'ai repris en fait le dernier serveur qu'on s'était fait. Là. Donc, on a nos blogs, on a nos posts. OK?
puis on avait des tags là, comme on avait la dernière fois. Donc, on a ici un gentil serveur qui roule, qui a quelques informations dedans qu'on va pouvoir aller chercher. Donc, si vous voulez, ici, je vais aussi vous envoyer ce gentil lien-là. Si vous voulez le rouler puis installer Docker sur votre machine pour avoir exactement les mêmes options, c'est à votre c'est à votre c'est à vous de le faire. Mais nous autres, on ne gérera pas ça aujourd'hui. Si ça ne fonctionne pas de votre bord, ce n'est pas hautement problématique. Juste de voir le principe, de comprendre, d'étudier les différents exemples. Fait que si on regarde, pour être capable de se connecter, donc ça dit, bon, c'est déjà prêt, le serveur est prêt, il faut avoir les informations de connexion. Ça, c'est fait de mon bord. Fait que eux autres, ils disent, pour être capable de se connecter, ça va ressembler à ça. OK, donc ici, on a quand même une couple de patentes. Là. La première chose, c'est qu'on va se créer une variable qui va être un objet JavaScript qui va avoir les différentes options de connexion. OK? Donc, on peut voir ici le numéro du l'adresse du serveur, le type d'authentification, puis des options sur le serveur lui-même. Fait qu'on peut commencer avec ça de notre bord aussi. Puis on peut mettre let à la place, parce qu'on est du monde qui font du JavaScript moderne. Fait que là, ici, on a le serveur. Et nous autres, là, c'est 0, c'est localhost. OK, nous autres, c'est les mêmes choses. On a ensuite l'authentification. Puis on a un type qui est default. Ensuite, on a un options. Username. Et le server administrator. Dans notre cas, on a un password que j'avais seté la dernière fois comme étant un password très fort. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les options du serveur. Donc, on a les options du serveur. Le port, il est déjà là par défaut, ça ne devrait pas être un problème. Moi, le nom de ma base de données que j'y ai donné, si on retourne voir le serveur que nous on a fait, là, je l'ai appelé My Database. On a ensuite le Trust Server Certificate parce qu'on est en train de faire ça localement. Ça. Et on va mettre ça à True. Fait qu'on a juste les options de base de configuration pour être capable de se connecter, s'authentifier, okay, les options de la base de données elle-même. Parfait. Fait que avec ça, on va pouvoir prendre ici le code initial, puis juste voir qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur. OK? Donc, on peut voir ici, on a besoin de deux éléments. La connexion et les requêtes. Fait que ça, je peux mettre ça directement au début de mon affaire, puisqu'il y a des require là-dedans. On va les mettre au début. Hein? Donc là, ici, si j'essaie de le rouler, là, c'est Node. Ça s'exécute, hein, parce que ça a réussi à les loader, mais il ne se passe rien, hein, parce que je ne me suis pas connecté, puis c'est rien passé à l'intérieur.
Fait que si je regarde, je peux me faire un nouvel objet de connexion, hein, avec la configuration. Fait que la configuration, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on avait en tant que connection string, hein. C'est les mêmes informations que le connection string qu'on avait avec l'ADO.net et avec le Entity Framework. Donc, il y a toutes les informations de connexion, le nom d'utilisateur, mot de passe, et ainsi de suite. Donc, on peut construire l'objet de connexion. Puis, une fois que, en passant, évidemment, hein, ces fichiers-là que je suis en train de construire, je vais vous les envoyer à la fin de la période d'aujourd'hui. Je vais être certain qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc, on a l'objet de connexion. Puis là, on va regarder, dans cet objet de connexion-là, on a la méthode on. Puis, on dit à la connexion directe. Fait que le principe, un peu comme qu'est-ce qu'on avait avec Express, c'est qu'on va faire des configurations, puis à la configuration, on va avoir quelque chose qui va se passer. OK? Donc, le principe, c'est que ça établit qu'est-ce qui va se passer quand je me connecte. Fait que je peux prendre ça ici, puis nous, on va le changer juste un petit peu pour l'instant, pour avoir quelque chose de plus simple. Juste voir la prémisse. Fait que si on regarde, on configure que quand on se connecte, donc le on ici, c'est une méthode spéciale là, qui dit que quand il y a un événement de type connect, ben, il va exécuter cette fonction-là, qui reçoit un paramètre d'entrée, puis là, c'est un paramètre, s'il y a eu une erreur, il va y avoir quelque chose dedans. On peut voir ici que s'il y a eu une erreur, on dit que connection failed, puis on lance. Sinon, ça veut dire que la connection s'est bien passée. Fait que ici, c'est juste une configuration. Hein. Si je le roule, là, il ne se passe rien. Là. Ça ne dit pas celui-là ou celui-là. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas encore connecté. Là, j'ai configuré qu'est-ce qui allait arriver quand j'allais établir la connexion. Fait que si je veux me connecter, ici aussi, je vais faire un petit format de document pour que tout soit beau. Fait que après ça, c'est là que je peux dire, OK, fais-la la connexion. Puis là, on peut voir que là, il y a une erreur. On va voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Wow! Calm down. On va réessayer, juste revoir l'erreur. Login failed for user, rien pantoute. Donc, c'est moi qui a mal mis quelque chose. Je suis pas capable d'écrire authentification. OK. On réessaye ça. OK. Fait qu'on peut voir ici, il a réussi à faire le connect. Il a réussi à passer au travers. Puis, on s'est rendu au connection OK. On peut voir aussi que une fois que le connect est enablé, on a un programme qui comme roule un petit peu à l'infini, un peu comme Express. Donc, ça va être à nous de le quitter manuellement avec le CTRL-C. Puis, on peut voir que ça n'a pas marché. Même principe que si je mets, mettons, un mauvais mot de passe pour juste tester qu'est-ce qui arrive. Ben, je peux voir ici que quand j'ai mis un mauvais mot de passe, j'ai essayé de le repartir, la connection a failed, puis ça me dit c'est quoi l'erreur. Donc, je suis capable de me connecter à ma base de données. Voyons voir c'est quoi le restant de leur petit exemple, juste pour voir à quoi peut ressembler, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. On peut voir que dans notre objet de connexion, là, on peut voir comment ça fonctionne.
c'est quoi les différentes méthodes qu'on a. Donc, je peux voir ici le connect qu'on avait tantôt. On peut voir les différents events possibles. Hein? Tantôt, on a vu le connect. Donc, ça se peut qu'on ait des events, ça se peut qu'on ait des erreurs, ça se peut qu'on ait plein de choses. Donc, on peut travailler avec ces éléments-là. Puis, on peut voir aussi là, les exec SQL, là, ils vont aussi être disponibles ici. Là. Donc, si on retourne voir, juste retourner voir, non, ici, je ne veux pas dans juste le test initial. Je peux voir que eux, qu'est-ce qu'il y avait à la place de dire que juste un console log de OK, là, ça l'exécutait une fonction. Hein, qui était cette fonction-là. Donc, le principe, c'est que ici, on va se faire une fonction, on va utiliser la même chose là, que les autres qui ont fait. Puis on va l'appeler exec my statement. Juste pour qu'on comprenne bien que c'est moi qui est en train de décrire qu'est-ce qui va être exécuté à ce moment-là. Fait que si on revient, on va prendre ce qu'eux ont fait. Juste voir, hein, puisque le principe, c'est toujours de regarder qu'est-ce qu'eux ont fait, comprendre c'est quoi la librairie pour être capable de l'utiliser par la suite. Donc, si on regarde dans la fonction, ça crée une requête. Si on la prend ici, là, on va la regarder. Puis, on va aller l'étudier un petit peu. Fait que ça crée une nouvelle requête. OK? On regarde ici, la requête, ça va être un select. OK? Ça va juste sélectionner des choses, des valeurs directes. Il n'y a même pas de from en ce moment. Hein? Fait que ça ira même pas regarder dans une table spécifique. Je peux voir ici que j'ai encore une fois une fonction qui va être avec ce statement-là. Donc le principe, c'est qu'il va essayer ça, puis une fois qu'il va l'essayer, il va exécuter cette sous-fonction-là, là, cette fonction fléchée-là. Fait qu'on peut voir ici que s'il y a une erreur, puis il y a aussi le row count. Là, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est là qu'il faut que j'aille voir plus dans la documentation. Il faut que j'aille voir comment le request fonctionne. Puis là, le principe, c'est, je peux regarder hein, une nouvelle request. J'ai le SQL lui-même. Puis là, je peux voir ici, hein, on avait parlé de quand on fait une fonction qui va être exécutée plus tard, c'est une fonction de callback quand on parle des fonctions fléchées. Là. Donc, le callback, c'est une fonction où le premier paramètre, c'est l'erreur s'il y en a une. On va avoir le row count, donc le nombre de lignes qui ont été affectées. Fait que soit si c'est un select, c'est le nombre qui a été sélectionné. Si c'est un insert, ça serait le nombre de modifiés. Si c'est un update, même principe. Puis on a les lignes elles-mêmes, les rows, si on a fait un select quelconque. Fait que on peut prendre ces informations-là, puis regarder ça ici, puis comprendre que ben, une fois qu'il a fait le Hello World, s'il y a une erreur, on l'a fait. Sinon, on va juste dire done hein, pour indiquer qu'on a réussi ce qu'on voulait. Fait que si on fait juste tester ça là, direct. J'ai pas sauvegardé mon fichier. C'est sûr que ça l'aide pas. Ici, ah, attends, j'ai pas fait la requête. Il va nous rester. La requête a été créée, hein, mais il ne se passe rien encore. Parce qu'il faut que je la lance. Fait que, à partir de la connexion, j'exécute la requête que j'ai construite. On essaye ça. Puis je peux voir ici, ça a pogné la connexion. Ça a exécuté la requête. Une fois que la requête, c'est marqué done. Puis on peut voir ici que ça ferme la connexion. Hein. Là, ici, dans mon programme, j'ai juste comme une requête, ça se termine tout de suite.
Fait que là, si je veux aller chercher les informations qu'il y a à l'intérieur de ça, là, on va voir qu'il faut comme bidouiller un petit peu plus. Donc là, ici, encore une fois, c'est spécifique à cette librairie-là. Tu sais, si on utilisait quelque chose comme Postgres, ça serait quelque chose d'autre. Si on utiliserait comme quelque chose comme Oracle, ça serait une autre méthode. Mais les principes fondamentaux restent les mêmes. Hein. On revoit ici des choses qu'on avait vues avec le ADO.net. Donc, le principe d'avoir un statement qui est fait, puis qu'on exécute le statement, puis qu'on a quelque chose de préparé s'il y a une erreur, des choses comme ça. Hein, c'est des choses qui reviennent, c'est juste qu'on déplace ces blocs dépendamment de qu'est-ce qu'on a besoin. Fait qu'on a ici une autre configuration qui indique, ben, quand... Donc, j'ai construit la requête, puis je dis... On va formater ça. On va voir ça. Bon. On va ici. Donc, j'ai construit la requête. Si j'ai une ligne quelconque d'information, ben, je peux commencer à l'afficher. Fait que je peux voir ici, j'avais un select avec une colonne, deux colonnes. Ben, ça va pour chaque colonne, un for each qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Pour chaque colonne, on va, ben, est-ce que c'est nul ou est-ce qu'on fait juste afficher la valeur? Donc, de savoir que pour row, on a des colonnes, ben là, encore une fois, c'est dans la documentation. Puis là, c'est là que c'est intéressant de tout le temps voir les différents exemples, puis après ça, d'aller dans la documentation. Fait que là, ici, on peut voir ici que c'est une fonction qui reçoit un paramètre qui s'appelle column, column, c'est un array qui va avoir des métadonnées, puis des valeurs. OK. Donc, le point value ici, c'est parce que c'est dans documentation que ça dit que c'est ça le nom de qu'est-ce que moi je veux aller chercher. Si on essaie de faire travailler ça avec qu'est-ce que nous on connaît. Là, hein? Donc, si on reprend ici, puis mettons, je vais aller chercher les différents posts où c'est que j'ai différentes valeurs. Ben, ce que je peux faire, c'est le select, on va le changer un petit peu. Je vais pouvoir dire, mettons, select étoile from post. Ouais. Puis, si, mettons, je réessaye de faire ça, je peux voir ici le blog 1. Chercher ceux-là. J'ai les différentes informations. Même principe, si, mettons, je vais chercher les différents blogs. J'ai les différentes informations que je peux utiliser. Là, il y a toujours différentes manières de faire. Là, ici, pour chaque ligne, on avait des informations, puis on les affiche. Si on veut comme rapatrier les informations ensemble, il y a d'autres choses à faire. C'est différent. Là. On va voir quelques exemples. Mais là, la prochaine étape qu'on va vouloir faire, ça va être de, OK, là, on a une application qui roule, là, puis qui a réussi à se connecter avec du JavaScript à une base de données, un SGBD, un Database Management System. Mais nous, ce qu'on a fait la semaine passée, c'est de faire un serveur qui répondait à des routes. Fait que là, la prochaine étape, ça va être de prendre qu'est-ce qu'on a fait, prendre nos connaissances de connexion, d'être capable de faire des requests, puis d'être capable d'implémenter ça à l'intérieur d'une route. Mais avant de faire ça, on va se prendre une première petite pause. Donc, on va se prendre une petite pause de 15 minutes. Puis, on va revenir à 10h05 pour regarder comment intégrer ça à Express.
Juste Hugo, Ben oui. comment on va tester ce programme? Ben là, ici, on va le faire juste avec le SQL Server, mais on va aussi le faire avec MongoDB, que je pense que vous avez localement. Fait que vous allez pouvoir faire le même principe avec MongoDB après. On va le faire aussi ensemble, là. Parce qu'avec SQL Server, mais enfin, puisque la connexion, elle est avec un utilisateur Windows, c'est pas un utilisateur, comment dire, SQL Server. C'est aussi possible. Je pourrais vous envoyer aussi la documentation pour le- le- l'authentification automatique, là. D'accord. Et après, deuxième partie avec Havre, qu'est-ce qu'on va voir? Mhm. Fait Juste que, au moins pour faire la liaison, puisque il y a plusieurs informations, mais mhm. Fait que avec lui, vous allez revenir, si je me souviens bien, avec C Sharp pour voir comment faire les serveurs aussi avec C Sharp. Puis là, voir comment. euh, Là, ça va être plus comment est-ce qu'on construit les routes. C'est quoi les idées derrière? Parce que là, ici, je parle pas de c'est quoi les standards. C'est comme j'ai dit, c'est slash quote slash ID. Puis derrière, ça, c'est en fait des API de type REST. Mais nous autres, on jase pas de ça. Ça va être à lui de définir c'est quoi, comment bien faire les routes pour avoir des services euh, comme conventionnés. je sais pas ce qu'on va voir. Est-ce que des applications purement web ou Oui, quand on va parler d'applications de services, c'est des applications web. avec C'est .NET ou synonyme. Hein? avec .NET? Exact. D'accord. Ok. Merci. All right. Donc, on se prend une petite pause et on revient à 10h05. On est de retour. Donc, on avait créé une application qui nous permettait de se connecter avec une base de données quelconque, dans ce cas-ci SQL Server. Donc, toujours le principe de j'ai des informations, j'ai ma librairie, j'ai une connexion, puis à partir de là, je peux faire autre chose. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans ce cas-là? C'est intégrer ça avec nos connaissances, puis les requis d'avoir un serveur externe qui me permet d'aller chercher les informations. Fait que pour être capable de faire ça, on va premièrement installer Express à son tour. Fait que je peux faire npm install Express pour être capable d'avoir les deux ensemble. On va reprendre nos informations de Express aussi, par principe, juste pour voir. Aussi, on va installer la librairie de logging, là, Morgan, comme on avait fait la dernière fois. Fait que on a ça. Fait que on peut reprendre qu'est-ce que nous, on avait préalablement avec Express. On peut partir notre application. On peut utiliser Morgan. Puis avec ça, on va être capable de avoir des nouvelles routes. Fait que là, le principe, c'est on peut garder ça ici de côté, là, mais on ne l'utilisera plus. Je vais mettre ça en commentaire pour regarder ici. On peut le revoir. Comme ça. Fait que le principe, c'est on garde notre configuration, on garde la création de notre connexion, puis on va se connecter dès qu'on débute le programme. Donc, on va juste toujours être connecté à notre base de données. Puis là, une fois qu'on va être connecté à notre base de données, on va pouvoir intégrer ça à nos connaissances, à
nos routes qu'on peut configurer avec Express. Fait que, première chose, on va reprendre aussi une partie de code qu'on avait déjà là pour partir l'application puis faire en sorte qu'elle écoute sur un port quelconque. Puis à partir de là, on va pouvoir créer des routes. Hein? Fait que si on fait juste retester le principe de route, là, on peut avoir le principe de j'ai le nom de la route, puis après ça, je vais avoir la requête, la réponse pour être capable de travailler avec. Fait que ici, si on reprend ici l'exemple que j'ai là avec les blogs, ben, je pourrais me créer un élément blogs. Puis à partir de là, je peux avoir la requête, la réponse. Ça, c'est des choses qu'on a vues la semaine passée. Puis là, juste pour l'instant, on va faire un send de OK, it works. Juste pour le tester. Pour voir si les deux ensemble sont capables de commencer à travailler. Fait que si je le prépare, là en ce moment, Le liste à la fin, non? Ah, c'est bon. pardon? Non, en fait, c'était juste un. J'avais une autre application qui roulait déjà sur le port 3000. Sinon, on est quand même pas pire. On a ça, on a ça. Puis là, je peux commencer à utiliser mon Thunder Client. On va se faire une nouvelle requête. Localhost 3000. Blog. Mi blog avec un S. On peut voir que ça répond avec la bonne réponse. Fait qu'on a notre serveur Express qui fonctionne, puis en plus, on est connecté à notre base de données. Fait que là, ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est faire que quand on se connecte à cette adresse-là, ben, il va falloir faire une requête, prendre le résultat de la requête, puis être capable de le faire afficher. Hein? Donc ici, qu'est-ce qui était intéressant, c'est qu'on avait du code qui me permettait de travailler comme sur chacune des lignes qu'elle a été invoquée. Mais là, en ce moment, ce que j'aimerais, moi, c'est ramasser toutes les différentes réponses. Fait que pour être capable de faire ça, je peux aller ici dans mon request. Si je regarde le request, là, je peux voir, j'ai une erreur, j'ai le row count, puis ici, j'ai la liste des rows. Mais la liste des rows, ça dit que ça fonctionne seulement si j'ai une option de plus. OK, on va essayer ça, voir. Fait que je peux aller dans config, options, OK, voilà les options, puis ça ici, il faut mettre ça à true. OK. Fait que on va aller mettre ça dans les options, dans ma config initiale, dans les options. On va se donner ça à true. Le principe ici, c'est que de ramasser toutes les lignes, des fois, c'est plus lent. Fait que c'est une option qu'il faut comme enabler quand on veut l'avoir. Fait que là, ça me permet de faire une requête. Mais d'avoir un troisième élément qui va être toutes les lignes. Fait que juste pour le tester, on le fait comme par étapes, toujours pour voir que tout est beau. Donc, si j'ai l'appel à blogs, je vais avoir une requête. La requête va faire le select des blogs, puis va exécuter ce code-là. Là, il ne faut pas oublier que quand on fait la requête, quand on construit la requête, ça ne le fait pas tout de suite. Pour faire la requête elle-même, il faut
utiliser notre connexion et envoyer la requête. On repart notre serveur. Et si on refait la requête, on peut voir que effectivement, le code s'est rendu. On a le still works. Puis là, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce que j'ai dans Rose. Fait que dans Rose, je peux voir que j'ai ici, là, c'est une question, ça. Et on était ici. Donc, dans le console log de toutes les lignes, qu'est-ce que ça m'affiche? Ben, ça m'affiche ici un grand tableau qui a à l'intérieur une valeur. Là, ici, il y a d'autres éléments, là, OK? Mais on peut voir que c'est les ID puis le contenu. Hein? Fait que ça veut dire que je pourrais renvoyer ça minimalement. Quand je fais la requête, je peux voir que ça me retourne la valeur 1, ça me retourne le nom du blog, hein, qui est les informations que moi je recherchais en ce moment. Là. Si on retourne voir ici, là, c'est les informations 1, puis un blog, puis 2 blogs.msdn. C'est les informations qui sont dans ma base de données. Mais là, je peux voir ici que j'ai metadata, puis dans metadata, j'ai un paquet d'affaires. OK? Qui n'est pas nécessairement ce que je veux avoir. J'ai peut-être des informations intéressantes, comme le nom de la colonne, mais peut-être que j'aimerais mieux formater mes choses pour avoir quelque chose d'un petit peu plus visuellement acceptable. Donc là, on va utiliser un petit peu du fou JavaScript en regardant différentes méthodes de JavaScript. Fait qu'on va aller regarder la méthode map en JavaScript. Donc la méthode map est vraiment le fun parce qu'elle va nous permettre de prendre un tableau, puis pour chacun des éléments du tableau, de le reconfigurer les différentes valeurs à l'intérieur. Moi, c'est pas cela que je veux. C'est ça. Ouais. Fait que j'ai un tableau de JavaScript. J'utilise map. Puis on en avait jasé là, où c'est qu'on utilise la fonction fléchée pour dire voici la transformation que je veux faire pour chacun des éléments. Puis là, ça va me donner le résultat. Qu'est-ce qui va être intéressant ici, c'est que je peux prendre mes rows, puis je peux dire, gars, c'est pas ceux-là que moi je vais envoyer là. Pour chaque ligne, je veux aller prendre la deuxième valeur. Hein, parce que la première, c'est le ID. Puis la deuxième, en fait, on pourrait même mettre le ID. Là. Mettons que je mets tout ça ici. Je vais me créer un gentil objet que je vais appeler ID. Fait que ça va être row 0.value. Je vais le mettre un peu plus. Une ligne à part. On va pouvoir voir ce qui se passe. La virgule va pas là. Ça va là.
Il manque un autre? Ah, il manque. Comme ça. OK. Fait que, attends, mettre chose. On va avoir le ID d'un bord. On va avoir l'URL que moi je sais qui est dans la colonne 1. Fait que le principe, c'est que moi, je prends chacune de ces informations-là, là, qui est ce tableau-là, hein, qui va avoir deux cases. Puis je vais chercher le value de chaque case, mais je le reformate comme étant comme un objet un petit peu plus intéressant pour moi. Là. Fait que si je réessaye ça, et je regarde qu'est-ce que ça me donne, j'ai maintenant le même format de qu'est-ce que j'avais dans ma base de données, mais que j'ai réussi à établir à travers un nom spécifique puis une requête spécifique. Fait que là, encore une fois, même principe un peu que quand on travaille avec ADO.net, je pourrais aussi avoir des prepared statements, hein, qui me permet d'avoir des éléments variables. Fait que je pourrais prendre les informations du paramètre puis venir les insérer dans mon élément. Fait que on voit ici qu'on a été capable de faire un serveur, on a été capable de faire une connexion à une base de données, puis on a été capable de faire en sorte que pour certains chemins, certaines routes, on avait certaines requêtes qui étaient utilisées pour avoir ici, si on revient à notre image initiale, qu'on aime tant, on a réussi à faire le lien entre notre serveur express qui est capable de faire des requêtes à une base de données, de prendre ses réponses, puis d'être capable, à partir d'une route, là, de se ressortir une réponse qui a été cherchée à travers la base de données. Hein, fait qu'on a réussi à faire toute cette partie-là, pour l'instant. On va aussi aller regarder aujourd'hui comment le faire avec MongoDB à la place, juste pour voir des alternatives. Si on regarde hein, avec les autres, c'est tout le temps c'est tout le temps le même principe, c'est juste un petit peu hein, différent. Donc, si on regarde ici, mettons avec Postgres, c'est le même principe, on le require, on a ensuite une connexion, puis après ça, on a une requête quelconque qui va avoir des informations, okay, des réponses que nous, on peut utiliser. Donc, la variante spécifique de la base de données est pas si importante, là, puis c'est pas ça le but de autant le pratiquer, c'est vraiment de voir les différentes versions possibles. Fait qu'on va aller en voir un autre juste avec MongoDB. Donc, on va reprendre un peu le même principe. Ça va être de regarder une base de données MongoDB que je crois que vous avez d'installer localement. Est-ce que c'est encore le cas? Oui? Non? Thumbs up? Ouais. Thumbs down? Oui? Ouais, ouais. Pour moi, c'est non, ça ne marche pas sur mon ordinateur, c'est sur la cloud. Le cloud. Et en ligne? Ça marche si c'est. Oui, c'est en ligne. Est-ce que ça marche? Tant que vous avez l'adresse que vous Oui, êtes capable de vous connecter. Est-ce que vous utilisez MongoDB Compass pour être capable de connecter? Oui. 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 Fait que l'adresse que tu te connectes, tu vas pouvoir l'utiliser de la même manière. Fait que ouais, on va commencer avec le même principe où on va. Hugo, juste Oui. pour le fichier de test avec SQL Server, laissez-le à part. Au moins, on travaille sur un nouveau fichier. Oui, c'est ça. Là, on va faire un Mais nouveau moi, dossier après, complètement. on va essayer la connexion avec c'est ça, là. Puis j'ai SQL gardé Server aussi, en local. Exact.
Fait que D'accord. nous autres, on va fermer ça pour l'instant. On va sortir de là. On va se faire un nouveau dossier qui va être, on va l'appeler Mongo serveur. Et à l'intérieur de celui-là, on va se faire un main Mongo server.js. Et là, on va mettre celui-là de côté. Puis on va aller s'amuser avec ça. Fait que, même principe, c'est une librairie à part, donc il faut aller installer, puis qu'il va falloir aller regarder la documentation. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Mongo a été créé dans le temps que JavaScript existait, là, puis son but, c'est d'être pas mal interopérable avec. Fait que les différentes requêtes que tu faisais dans MongoDB, ça va être pas mal semblable ou sinon les mêmes que tu vas faire directement dans le JavaScript. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour installer ça? On npm install MongoDB. Donc, je suis dans le dossier où j'ai mis mon fichier que je vais écrire mon serveur dedans. Donc, ici, je vais pouvoir npm install MongoDB. C'est bien DB? Ouais. Hop. On installe ça. Donc, il a mis le nom de modules, il a mis d'autres fichiers. On est maintenant prêt à exécuter ce fichier-là puis commencer à faire des choses intéressantes à l'intérieur. Fait que, comment est-ce que je fais pour commencer à travailler avec? Ben, il faut que j'aille chercher la librairie. Donc, on commence avec le require. Ensuite, on a la connexion au client qui doit se faire. Puis là, ici, il utilise du async. Je pense qu'on en a d'autres anyway. On va aller voir aussi S'il le vous plaît, est-ce que manuel. vous pouvez ajouter des commentaires pour les différents blocs? Oui, certainement. Merci. Donc, je vais juste regarder ici. Blablabla. Allez. OK. Ça, c'est bon. Fait, OK. Comme ça, c'est bon. D'autres choses à dire. Ça. Pas tant que ça. OK, anyway, je l'ai le d'abord. Je peux le écrire ici. On a ça, on a ça, on a ça. Trouver c'est où que. Je vais vous envoyer le lien après. Euh, connect, connect. Euh,
Fait que on peut y aller ici avec la connexion avec l'URL. Donc, le principe, c'est si vous avez un autre URL là, que vous utilisez avec Compass, vous pouvez mettre cette autre URL-là. Moi, j'en ai une installation locale. À partir de ça, tu peux décider du nom de la base de données que tu vas utiliser. Okay, donc, on va s'en créer une nouvelle pour le fun. Puis, à partir de là, on va pouvoir utiliser les différentes commandes qui viennent avec. Fait que si on regarde ici, là, puis on l'essaye. Connect. Ici, on le DB name. Et après ça, fait ici, le principe, c'est qu'on va avoir une tentative. Puis là, ici, on peut utiliser les exemples, parce que là, il y a des nouvelles affaires avec le async et le await que nous, on connaît un petit peu moins. Mais on se connecte. Une fois qu'on est connecté, ça va établir la connexion vers la base de données, puis après ça, vers la collection spécifique. Hein, parce que si on se souvient, dans MongoDB, c'est tu te connectes à un serveur MongoDB. À l'intérieur, il y a plusieurs bases de données. Et à l'intérieur de chaque base de données, il y a plusieurs collections. Puis après ça, dans chacune des collections, il y a des documents. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Fait que si on essaye juste de se connecter avec ça, il a réussi à se connecter. OK? Puis là, en ce moment, il ne se passe rien. OK? Parce qu'on ne fait rien avec cette base de données-là. Mais on va aller la voir, puis on va aller commencer à faire des choses à l'intérieur de ça. Fait que si on veut commencer à insérer différents documents, hein, si on veut partir notre application, ben là, on va avoir différentes méthodes. De l'amour. Puis là, le principe, c'est que c'est vraiment la même syntaxe que les commandes habituelles que tu fais directement avec MongoDB. Fait que si je veux aller insérer des éléments, ben, je peux utiliser à partir de ma collection. Hein, donc, on l'a déjà établi, là, que j'ai appelé une collection documents. Je peux prendre ces informations-là. Insertion. Dans la collection documents de plusieurs. Voilà. Donc, le principe, c'est que lui va aller insérer qu'est-ce que moi j'ai mis. Donc, dans ce cas-ci, 3 éléments avec un élément A puis des valeurs différentes. Là. Donc, si je roule ça, je peux voir qu'il y a eu les objets qui semblent avoir été insérés. Puis là, si je m'en vais voir dans Compass, voir si on a eu cet élément-là, je peux voir que le nom de la base de données que j'ai appelé MyProject existe. Je peux aller voir à l'intérieur de celui-là. On a la collection documents. Puis à l'intérieur de la collection documents, j'ai en ce moment 3 documents avec A1, A2 puis A3. Hein, fait qu'on a réussi à aller chercher
on a réussi à insérer des informations, puis ces informations-là se sont retrouvées dans notre base de données. Une fois qu'on a ce principe-là, nous, souvent, ce qu'on va vouloir faire avec des serveurs, ça va être d'aller chercher les informations. Donc, on peut utiliser aussi le find. OK? Donc, même principe un peu que quand tu fais les commandes directement dans Mongo, c'est juste qu'après le find, là, il va falloir y spécifier, hey, j'aimerais ça que ça soit comme un tableau ou j'aimerais ça que ça soit un élément. Fait que si on met ça en commentaire, ici, on fait une recherche et donc, on peut voir ici que lui, il a trouvé un tableau de 3 cases où à l'intérieur, il y a un ID, puis il y a l'information. Fait qu'en fait, c'est littéralement qu'est-ce qu'on avait eu ici. Puis c'est là qu'on voit vraiment que MongoDB a été créé dans l'ère, puis la génération du web, puis du JavaScript, parce que entre le JSON, puis entre MongoDB, c'est les mêmes éléments, là, des accolades pour représenter une liste d'éléments comme les objets, puis les crochets carrés pour représenter les tableaux. C'est toutes les mêmes, la même syntaxe, la même nomenclature entre les deux. Si on regarde après ça, les mêmes principes, donc on peut le faire avec, là ici je n'irai pas dans tous les éléments, là. Après ça, je veux reconstruire ça avec un serveur express. Donc, on a le find, on a les update, one, update all, donc il y a tous les éléments, on a le delete qui est aussi disponible. Toutes les commandes, pas mal de Mongo, sont disponibles directement en JavaScript. Fait que quand je veux prendre cette idée-là, puis être capable, ici, je n'ai pas mis le lien dans le chat. Quand je veux prendre cette idée-là, puis être capable de l'intégrer avec un serveur Express, ben là, encore une fois, il va falloir créer une partie Express, mettre les routes, puis à l'intérieur des routes, commencer à mettre les informations pour être capable d'avoir la requête correctement. Donc, on va rajouter Express, puis à partir de là, on va ensuite aller regarder les différentes connexions. Et blablabla. On va ouvrir ça. On va faire un npm install Express. On va se faire un npm install Morgan aussi. Ça va être fait. Puis on va pouvoir voir les différents éléments. Super. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon. Fait que là, ici, on va charcuter un petit peu dans ça pour être capable de faire les choses correctement. Si on enlève juste notre première partie, on va mettre ça en commentaire pour l'instant. Ici, j'avais le c'était client. Juste pour
à mettre les choses juste un petit peu plus clean. Je vais pouvoir le mettre directement, pas dans une fonction, là. Donc, je peux le rerouler. Il est mécontent d'avoir un async dans le milieu. Dans ce cas-là, il va falloir faire un petit changement par rapport à ça. Il va être de la même. Donc ici, je peux le prendre direct. C'est pas des choses que on est trop supposé savoir. Juste le mettre à l'extérieur. Fait que là, on a le même principe. J'ai juste enlevé le main. Là. Fait que on va quand même avoir notre collection, notre. On va le const, on va aussi sortir pour l'instant. Tous les éléments sont encore là. On va pouvoir commencer à travailler avec notre application d'Express. Fait que pour Express, on a besoin de nos deux éléments. On a besoin de notre application. Puis là, on peut le mettre ici. On va prendre notre Puis avec ça, on va avoir notre connexion. Là, ici, il y a quelques exemples. Mais là, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est que ces exemples-là soient faits à l'intérieur de différentes autres fonctions. Fait que ce qu'on peut avoir, ça va être quelque chose qui va ressembler à ceci. On a un app, on a un get. Pourquoi il n'est même pas? Ah oui, aussi, on va reprendre aussi notre première partie de partir le serveur. Fait que là, si je veux juste tester cette partie-là, je peux voir que ça, c'est connecté au serveur, puis le serveur roule sur le port 3000. On est prêt à rajouter des routes. Fait que pour les routes, là, on s'était fait les documents. On va essayer d'aller chercher juste les documents directement. Fait que, encore une fois, on va juste commencer par le tester directement. Check. Est-ce que slash document, ça me donne quelque chose? Je peux voir ici qu'on est bon. Fait que là, ici, je vais pouvoir commencer à faire mes différentes requêtes. Donc, je peux ici reprendre qu'est-ce que j'ai fait. Aller reprendre les différents documents, puis être capable de les envoyer. Fait que ici, res.find. Puis là, ici, on a un mot-clé await. Là. Donc, quand on a des mots-clés await, on a la manière de fixer ça. Là. Puis vous pourrez prendre les exemples quand vous l'essayerez. On peut mettre des éléments async après. Res.send. Là, je peux directement envoyer find result. Fait que ça roule. J'essaie de recevoir le document.
Puis, si je reçois le document, je peux voir que j'ai les 3 éléments qui étaient la liste complète de qu'est-ce que je recherchais. Puis, si je me dis, pas de problème, on va en faire un qui est différent. C'est que je vais pouvoir, admettons, avoir le 2 points val. Ben, là, ici, on peut rechercher quelque chose de spécifique. Hein, où c'est que je veux que le 2 points, le A, ça soit le rec.params.val. On repart ça. Ça marche encore, mais là, si je marque 2, il a trouvé quelque chose. Ça, c'est... OK. Ici, c'est parce que c'est pas du même type. Parce que oui, nous autres, on va devoir faire un petit. Fait qu'on avait jasé que quand on reçoit les différentes informations, le val qu'on reçoit, le 2 qu'on envoie ici, lui, il va le recevoir comme étant une chaîne de caractères. Hein, parce que pour lui, c'est toute une chaîne de caractères. Fait que si moi, je veux rechercher une valeur spécifique, il faudrait sûrement que je prenne ça et que je passe ça à l'intérieur de ça. Et voilà. Fait qu'on a ici le document 2. Quand le A est à 2, ça retourne juste celui-là. J'ai réussi à faire une requête qui était aussi par rapport à un paramètre, comme on avait fait avec qu'est-ce qu'on a fait avec Express la semaine passée. C'est quoi asynchrone? Fait que le principe, c'est habituellement, on a du code procédural. Hein? Donc, le principe du code procédural, c'est que si tu as quelque chose qui est très long, hein, ce qui est la ligne d'après va prendre beaucoup de temps avant de s'exécuter. Ce qui est souvent problématique. Hein? Quand on a un site web ou quand on a une requête, on ne veut pas que la requête soit bloquée par un élément qui est pas tout de suite complété, mais qui n'a pas d'importance finale, okay, sur la responsivité de notre application. Fait que des tâches asynchrones, c'est le principe de dire j'ai quelque chose qui va prendre du temps. Fait que mets-les de côté, commence-le sur le côté, mais continue normalement pour pas que j'aille à attendre après cette affaire-là qui est vraiment longue. Fait que le principe du asynchrone, c'est de dire commence-les, puis quand tu auras fini, dis-moi-le, puis on va reprendre où on était rendu par rapport à cette partie-là. Donc, ça te permet de avoir un code qui est procédural majoritairement, mais une fois de temps en temps, tu dis va-t'en là-bas, là, puis fais ça, puis une fois que ça va être fini, fais cet autre bout de code-là. Donc, le principe ici, c'est que le fait que c'est asynchrone, le async, c'est asynchrone, asynchronous en anglais, c'est de dire que cette fonction-là, là, elle va s'exécuter en dehors du processus normal de l'application. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'on touche à une base de données. Puis ça se peut que la base de données, si, admettons, est congestionnée ou si le serveur est loin, ça se peut que ça prenne du temps. Puis pendant ce temps-là, je veux que mon application soit capable de répondre à d'autres requêtes. Donc, tu démarres des processus asynchrones, puis ils sont capables de s'exécuter sans bloquer le processus principal. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Donc, en JavaScript, il existe plusieurs manières de représenter ces processus asynchrones-là. Donc, les async et les await, c'est comme une des manières. L'autre manière, en fait, c'est comme le premier test qu'on avait vu, là, quand tu vois des den puis des catch, c'est aussi un processus de fonction asynchrone.
comme les deux choses qui te disent que c'est ça qui se passe. Parfait. Ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant à continuer? Donc, je vous laisse continuer avec cette prémisse-là. Si il y a certaines personnes qui n'ont pas encore terminé le devoir, je vais leur laisser le temps aussi de me poser d'autres questions aujourd'hui. Pour se pratiquer avec ça, ce que je vous demande de faire durant les 2 prochaines heures, ça va être de prendre le devoir avec les citations, puis d'être capable de mettre les citations dans une librairie MongoDB, puis d'être capable de, à la place de loader directement le fichier dans votre serveur, que les requêtes se fassent à travers MongoDB. Donc, c'est pas évalué, cet exercice-là. On va le corriger ensemble la semaine prochaine. Mais, puis si vous ne l'avez jamais fait, là, est-ce que vous savez comment importer dans Compass des fichiers JSON? Est-ce que ça vous dit? Okay, ouais. Oui, on l'a déjà. Ouais. Excellent, excellent. Fait que tu cliques Import, là, puis ça le fait. Là. Fait que tu peux te créer une collection qui a les différentes citations. Puis après ça, ça serait de modifier le devoir pour être capable de sortir toutes les citations, sortir une citation spécifique avec un numéro ou sortir une citation aléatoire, mais que ça aille chercher les informations dans une base de données MongoDB à la place. Je vais immédiatement. C'est-à-dire, on va refaire comme cet exemple. Ben, ça va être un mélange de cet exemple-là, puis de qu'est-ce que vous avez fait en devoir. Ouais. OK. Je vais tout de suite mettre dans le chat les fichiers sur lesquels on a travaillé aujourd'hui. Je vais aussi aller les déposer sur Leia. Comme d'habitude, après la période magistrale, je vais fermer le Zoom quelques minutes. Ça va être comme notre autre pause, d'attendre que j'aille la vidéo pour que je puisse aller la déposer sur notre ami YouTube. Puis après ça, le restant de la période est une période de travail pour être capable de essayer de faire fonctionner MongoDB avec les citations du devoir. C'est pas mal ça. Monsieur Hugo, oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire comment importer le... Oui, certainement. Donc, on passe... oui. Pas de problème. Donc, tu vas vouloir sûrement te créer une nouvelle base de données. Donc, quand tu es dans Compass, tu es connecté, OK, tu peux aller dans la liste des bases de données, tu peux te créer ta propre base de données. Donc, on va l'appeler, mettons, mes citations. OK. On a à l'intérieur, donc, la base de données, une première collection par défaut. Puis, quand tu cliques sur une collection par défaut, tu as directement un méga bouton qui est Import Data. Fait que quand tu cliques là-dessus, tu peux aller chercher un fichier JSON, puis là, tu peux aller rechercher le fichier du devoir, là, qui est le fichier quotes.json. Puis quand tu vas ouvrir ce fichier-là, tu l'importes, et on a les citations. Bing bang. Pataflac. OK, merci. Puis là, après ça, il ne faut pas oublier le nom de la base de données, puis le nom de la collection, parce que c'est ça que tu vas utiliser dans la configuration de ta connexion au serveur Mongo dans ton application Node. Donc, on va appliquer le devoir avec MongoDB, c'est ça? Exactement, exactement. OK. Super. Donc, ça serait ça pour notre partie magistrale d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a des
questions avant que je ferme notre enregistrement pour cette semaine et que j'aille chercher la vidéo pour déposer sur YouTube. On n'est pas pire, on va l'essayer. Donc, n'hésitez pas dans 10-15 minutes à revenir si vous avez quelconque problème pour qu'on puisse regarder des problèmes de connexion, des problèmes de configuration, des choses comme ça. Si aussi, je vais mettre les différents liens que j'ai mis aujourd'hui sur Leia. Vous pouvez aussi essayer, hein, j'ai mis un lien pour être capable de créer un compte pour SQL Server, puis que vous puissiez par la suite être capable de se connecter avec TDS. Donc, n'hésitez pas aussi d'essayer ça. Si vous avez des problèmes, vous pouvez vous reconnecter pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Super! Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour regarder premièrement, corriger le devoir et l'exercice qu'on se donne aujourd'hui. L'exercice d'aujourd'hui n'est pas évalué, hein, donc on fait juste l'essayer par nous-mêmes. La semaine prochaine, on va regarder les ORM, donc comment travailler avec des Object Relation Mapper, donc un peu comme qu'est-ce qu'on avait avec le Entity Framework. Puis dans 2 semaines, on va aller regarder comment faire la couche de présentation pour être capable d'avoir une application complète qui affiche les informations, qu'on est capable de faire des requêtes, que les requêtes passent à travers notre couche de métier, puis que ça se connecte à la base de données pour remonter l'information jusqu'à une présentation acceptable. Autrement, je vous souhaite une bonne fin de vendredi, une bonne fin de semaine, et au pire, on se revoit dans quelques minutes ou la semaine prochaine. OK, merci. Bon.